Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, un 18-19 plutôt optimiste aujourd'hui parce que la France reste attractive, un peu contre toute attente, et puis deux, elle reste aussi compétitive. On en parle tout de suite avec Pascal Cany, qui est président de Business France. Bonsoir Pascal Cany. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié ce matin le bilan justement de l'année 2025. On se disait en écoutant un peu, BFM Business, BFM TV, tout ça, que tout allait pas très bien. Et puis finalement, vous arrivez avec un bilan plutôt positif qui montre que la France, elle tire bien son épingle du jeu. Comment vous l'expliquez ? C'est un bilan qui a maintenant plus de 30 ans, qui correspond à des normes européennes, donc qui est extrêmement crédible. Et oui, il faut juste accepter que c'est pas brillant dans le sens où on n'a pas une forte croissance, mais on résiste avec plus de 1838 projets. L'Europe est toujours notre plus grand pourvoyeur d'investissements étrangers, et les États-Unis, dont on pourrait penser que l'administration Trump, le caractère erratique de ses décisions, ce qui s'est passé à Davos, puisse faire en sorte que les gens n'investissent pas. Et en fait, quand vous discutez avec eux, comme je l'ai fait à Davos pendant près d'une semaine, ils vous disent business as usual, right ? Il y a près de 350 à 400 millions de clients à servir sur l'Europe. La France a des atouts structurels extrêmement forts. Il faut le dire et le redire. Nous avons des talents qui sont quelque part reconnus chaque année par un ou quelques prix Nobel. Nous avons des infrastructures aéroportuaires, ferroviaires, extrêmement performantes. Nous avons amené l'Internet au dernier kilomètre. Nous avons un vrai leadership sur l'intelligence artificielle. Bref, lorsque vous êtes un investisseur, vous nous préoccupez moins de politique interne et vous dites comment je peux tirer parti des atouts rares qui ont été bâtis sur des générations entières. Oui, mais en même temps, ce n'est pas le discours qu'on entend. On entend un discours qui nous dit, pour les entreprises, vous voyez bien, les chaînes d'entreprises françaises, en tous les cas, eux, ils vous disent, le premier d'entre eux, le président du MEDEF, qui dit, mais regardez, c'est haro sur les entreprises. Regardez la déclaration hier de Bernard Arnault, qui a dit, ici, c'est le pays où on veut taxer les entreprises au maximum, on veut casser la croissance, créer du chômage. Enfin, il a encore une fois utilisé des mots très durs. Alors, on y perd un peu son latin. Ils sont strictement basés sur les faits, absolument raison, c'est un fait, mais quelque part, lorsque vous êtes sur le temps long et que vous êtes en train d'investir dans un nouveau site, investir sur l'extension d'un site, et que vous réagissez sur 4-5 années, vous vous rendez compte que finalement, la stabilité est la chose la plus importante. Et là où ils ont raison, c'est créer cette stabilité. En même temps, depuis 8, 9, 10 ans, avec une forme de réforme de la flexibilité du travail, une baisse du taux d'impôt sur les sociétés, une France qui entreprend. Je vous rappelle que le nombre de créations d'entreprises n'a jamais été aussi élevé. Oui, mais vous voyez bien, c'est des petites entreprises. Ce sont des micro-entreprises, mais l'état au chômage et qui créent leur et pour toutes ces raisons, les investisseurs, lorsqu'ils doivent choisir un des 27 pays, continuent à le faire en France. Je vais vous parler peut-être de l'affaire Thébassé dans l'Orne, où là, on a des gens qui sont dans la moto, les accessoires de moto, et qui, dans un village de 5000 habitants, vont créer 37 jobs. Ça va être au contraire la multinationale Mars, qui depuis 5 ans investit 500 millions sur 4 sites. Oui, ça mais maintenant, ils se posent des questions chez Mars. Ils se posent des questions. Non, en l'occurrence, ils ont mis 100 millions en 25, ils en ont mis 500 depuis 5 années, Ils sont sur 4 investissements, 4 sites, et c'est à la vie de tous les jours des Français qui est touché là. Mais la question, c'est vrai que c'est de bonnes nouvelles, donc autant en profiter. Cela dit, c'était en 2025. Donc, il n'y a pas encore, c'est des investissements de long terme, comme vous dites. Oui. Donc, on prend plutôt ces décisions en début d'année et pas forcément en fin d'année. Mais le point important, c'est que les 1838 projets n'ont pas baissé. Alors que vous verrez que partout dans le monde, et particulièrement en Europe, il y a une contraction des investissements internationaux. On ne peut pas avoir les tarifs et le caractère non prédictible, non prévoyant de ce qui se passe et ne pas avoir un impact. Donc aujourd'hui, ce sont donc des décisions d'investissement prises en 23, 24, peut-être, mais elles sont là. C'est une vraie performance. J'espère d'ailleurs que le classement EY, qui est lui le classement européen, nous montrera encore que pour la 6e, 7e année consécutive, la France est attractive. Écoutez, je ne vais pas vous dire plus de choses que ce que représentent les chiffres. Sachez que plus de 47% de ces investissements sont dans l'industrie.
Et que dans ces 47% d'investissements, près de 70% sont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc ils participent à cette couverture territoriale, c'est formidable, les j'ai envie de Français. dire, oui. Et ce sont des entreprises qui sont généralement citoyennes, payent plutôt bien avec des conditions sociales étonnantes. Donc moi je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est le travail d'ailleurs du Team France, c'est pas le travail de Business France uniquement, c'est le travail des agences régionales de développement, des préfets de région qui ont réussi à réduire les permis de construire de 18 à 9 mois. C'est le travail des chambres de commerce internationales en France, des CCEF, bref, ce dont on parle, le Team France, qui a une fois encore fait en face d'un vrai challenge à Davos, montrer sa force. Pour une fois, les Français qu'on est unis, ont réussi. Je crois qu'il faut continuer et qu'on passe ces turbulences. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Vous, ce matin, vous avez appelé ça le paradoxe français, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est-à-dire que d'un côté, vous nous donnez ces très bons chiffres, qu'on prend, qu'on accepte. On verra après pour 2026 quelles sont vos anticipations. Mais alors qu'il y a une instabilité, il y a, pour pas dire instabilité, on va rester poli, j'ai même envie de dire c'est un bordel politique comme on a rarement connu en France, enfin du moins dans l'histoire récente. Donc peut-être que la 4ème République c'était ça, mais enfin on n'était pas nés. Mais en tous les cas, comment vous expliquez ça? C'est qu'il y a une coupure entre le monde économique et le monde politique? Il y a sans doute une coupure entre les deux mondes dans le sens où il y a une forme de rationalité et un temps long qui n'existe pas dans la politique. Il s'agit de se faire réélire, il s'agit de légiférer, alors que dans le monde de l'entreprise, pour être très concret, lorsque la France fait le plan France 2030, il agit comme un vrai aimant sur les investissements étrangers. Pourquoi? Parce que là, on essaye de préparer le futur avec le quantique, le cloud, l'intelligence artificielle, la biotechnologie. Et donc, on a une croissance de plus de 30% sur les centres de recherche et développement qui viennent en France. Et raisonner un petit peu sur notre champ concurrentiel. Qui a-t-on? Nous avons l'Allemagne, nous avons l'Angleterre, nous avons peut-être l'Espagne et l'Italie. Les Italiens qui surinvestissent sur notre territoire aussi. Et donc, au global, il faut juste avoir conscience, une fois pour toutes, que les atouts français sont forts. Ce pays a des atouts uniques. On a une économie qui finalement n'est pas allée à -2, -3 comme l'Allemagne. On maîtrise bien l'inflation. On continue encore à innover. J'avais le privilège d'amener 24 Global Innovators, c'est le terme anglais pour montrer que c'était des sociétés que le VEF a choisi de faire venir au Davos, le World Economic Forum. Alors que ça veut dire quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons-là, la French Tech continue à exister, la French Fab aussi. Oui, en même temps, je vous trouve un tout petit peu optimiste. Je sais bien que c'est dans votre nature et tant mieux. Mais quand vous dites qu'on était un des leaders dans l'intelligence artificielle, je veux dire... Mais c'est incontestable. Bah non, mais c'est incontestable. 109 milliards d'investissements, 20 milliards déjà déployés. MGX, que j'ai rencontré à Davos, mais 8 milliards sur le campus de Saclay. Vous avez Brookfield, qui est une grande plateforme au Canada, qui met 2,4 milliards. Ces gens-là ne sont pas là pour faire de la poésie. Il s'agit pour eux d'avoir un investissement, un retour sur investissement, participer à notre souveraineté, puisqu'il va falloir qu'on reprenne la main. 80% des étrangers, donc la souveraineté, c'est un peu contradictoire, pardonnez-moi. Non, mais ils participent à bâtir les infrastructures qui nous permettent de résister cela. Donc je crois que on a un vrai succès. Il va y avoir dans quelques semaines le sommet de l'intelligence artificielle sur l'Inde. La France va jouer encore un rôle important. Nous avons eu le projet Adopt AI, c'était au mois d'octobre, où Aramco Ventures, qui a une proximité évidente avec les Américains, viennent installer un bureau pour investir sur les savoir-faire français. Et ce sont des investissements qui sont minoritaires, donc il n'y a pas de risque majoritaire où ils investissent et ils partent. Et c'est ça qui est important. N'oubliez pas que l'investissement étranger est soit physiquement sur le territoire français, soit il est minoritaire, et donc il nous permet de définir le futur. J'ai une question là-dessus, parce que là, il y a plusieurs fleurons français qui sont en passe d'être rachetés, notamment par des Américains, et certains disent que c'est des fleurons stratégiques. On va revenir là-dessus. D'abord, petite précision, quel est le pays, vous dites d'abord les Européens, mais quel est le pays au sein de l'Europe qui est le plus actif sur le territoire français? C'est l'Allemagne, avec l'Italie juste derrière. L'Allemagne qui a apprécié de manière extrêmement forte ce qui se passe. Il souhaite faire un Choose Allemagne, où j'espère que le président Macron sera invité. Nous avons un Choose France le 1er juin, où nous inviterons sans doute Madame Van Leyen ou le chancelier Merz. Ce sera une bonne nouvelle, parce que cette relation franco-américaine est importante. Inviter le chancelier Merz, il a l'air plus offensif. Siemens Energy, par exemple, a continué à investir sur leur site au Havre, sur des éoliennes. Vous avez Bosch qui signe aussi des agréments qui ont eu quelques challenges, puisque l'industrie automobile challenge. Donc en gros, la vie d'affaires continue, nos actifs sont réels. Il y a
un vrai talent sur le territoire français. C'est le privilège que j'ai de le côtoyer depuis plus de 9 ans. Business France fait son travail, puisque c'est plus de 5700 rendez-vous d'affaires qui ont été faits. Nous aidons 12 000 entreprises à l'étranger. Donc, on gère 12 000 VIE qui fait qu'on aide les entreprises françaises à se projeter. Donc, je pense que quelquefois, il faut reconnaître que certaines choses fonctionnent. C'est une agence qui est finalement très jeune. Oui. Elle attire les talents et je crois que c'est ça qui est important. Comment vous réagissez, parce que vous connaissez très bien les États-Unis, on ne va pas refaire tout votre parcours, Pascal Canim, mais enfin, on sait que voilà, vous avez bossé longtemps chez Apple, et ce qui a fait votre force d'attraction, on va dire. Lorsque vous voyez qu'il y a plusieurs fleurons, je le disais, français qui ont été ou qui sont en passe d'être achetés, et ce qui suscite un peu des ventes polémiques, parce qu'après Opella, il y a eu la filiale d'EDF Exaion aussi, ça a soulevé un tollé, beaucoup de tollé, ça fait beaucoup de bruit. Il y a un autre rachat qui est autorisé par Bercy, c'est sur LMB Aerospace, qui est le spécialiste français de la ventilation. Mais d'abord, c'est un très très bon point que vous notez, et si je pense... Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? Il y en a beaucoup qui disent mais c'est un peu dommage de laisser partir nos fleurons. Il faut vous rappeler qu'il y a plusieurs années, le ministre de l'économie, M. Le Maire, avait mis un bureau de contrôle des investissements. Oui, mais surtout Arnaud Montebourg qui avait. C'est un gouvernement qui a qui donc revoit tous ces investissements. J'ai la faiblesse de penser que on fait bien son travail, qu'on a une haute administration française qui est remarquable. C'est d'ailleurs les étrangers qui nous le reconnaissent et qu'ils ont donc scruté ces 3 investissements. Vous allez encore me dire, je suis optimiste, mais si ça a été scruté, si ça a été laissé passer, c'est qu'on pense qu'il y a aucun problème d'un point de vue stratégique. À un moment donné où, dans le budget, on a 8 milliards de plus dans la défense, où M. Trump nous suggère, nous les Français, les Européens, de bâtir la communauté européenne de défense que nous n'avons pas réussi à faire à 40 ans. Donc même dans le discours de Trump, on peut voir des choses positives. On rentre quelque part en résistance. Ce ne sont pas encore des ennemis, ce sont clairement des adversaires que nos amis américains. Donc je suis assez confiant sur le fait que les choses se sont faites bien. En même temps, vous dites qu'il va avoir confiance dans la haute administration. On s'en souvient, c'est Emmanuel Macron qui avait vendu GE. Enfin, il y a quand même eu Thomson, il y a quand même eu des grosses erreurs. C'est peut-être des raccourcis un peu simples qu'on refait avec l'histoire au moment où il est facile de montrer du doigt toujours ce même président de la République que j'ai vu moi encore extrêmement apprécier là où il fallait, c'est-à-dire convaincre les investisseurs. Ça serait vous, comme on dit. Comment ? S'il y a un soutien, ça serait vous. Absolument, je le revendique, parce que je le vois au jour le jour, et j'ai une liberté totale, et je fais ce beau métier, cette belle activité, je vous rappelle, pour pouvoir vraiment démontrer que la France a des atouts. Parmi ces 1878 investissements, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quel type d'investissement? Est-ce que c'est des centres logistiques ou est-ce que c'est des usines? Alors, voilà. 47% des investissements, ce sont des usines, c'est industriel. Vous aurez pu me poser la question de savoir s'il n'y a pas plus de fermeture d'usines que d'ouverture. J'ai vérifié qu'entre les ouvertures et les extensions, on est encore aujourd'hui en positif, mais c'est vrai que c'est moins bien que cela n'a été. Sur ces investissements, 465 sont directement liés à ce fameux plan 2030, où il s'agissait, comme dans le rapport Draghi, de présenter le futur. Une large majorité vont sur la santé, le biomédical, une fois encore l'intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'on couvre tous les sujets. On a beaucoup d'investissements sur la recherche et développement. On exclut, je vous rappelle, les choses assez simples qui sont les magasins. Et donc, vous verrez qu'une fois encore, dans 2 mois, j'ai bonne confiance, après ces données, que EY nous reconnaisse que nous sommes une fois encore en leader en attractivité. Lorsqu'on regarde le budget, donc certes, il y a la surtaxe pour les grandes entreprises, mais en même temps, on a failli raboter justement sur le crédit impôt recherche, on a failli raboter aussi sur le plan du travail, etc. Est-ce que vous dites, finalement, les entreprises s'en sortent pas si mal? Si je suis une grande entreprise, je suis extrêmement mécontente, et elles ont raison. Mais il y a un contexte qui fait que, si je suis pour l'essentiel, la vaste majorité des entreprises, on a une forme de stabilité. Alors on a créé de l'incertitude avec ces discussions qui n'en ont pas fini, et la stabilité fiscale, c'est la seule chose qu'il ne faut pas changer. La stabilité sur le contrat du travail, la stabilité sur notre aptitude à recruter, développer des personnes. Et donc là, au global, quels que soient les aléas de ces 6 derniers mois, on est devant, quand je suis avec mes investisseurs, ils ne s'arrêtent pas parce qu'il y a eu ces discussions-là. On aura sans doute une conséquence à 2 ou 3 ans, mais d'ici là, peut-être que le cycle sera plus positif, et je crois encore une fois dans les atouts et dans mes jeunes entrepreneurs. Justement, quelles sont vos anticipations sur le 2026? Parce Moi, je pense qu'on va avoir 2025, ça y est, c'est bon.
La France est un number one. Je pense qu'on va avoir un ralentissement très fort sur l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu globalement une débauche d'investissement en CAPEX, c'est-à-dire bâtir de la capacité de production, en partie parce qu'on n'a pas l'accès total à ce qu'il faut, c'est-à-dire les processeurs. Donc on aura sans ralentissement. On aura au contraire sur tout ce qui est bien de consommation une vraie continuation. Et puis je crois qu'il y a quand même le nouvel espace, c'est-à-dire ce qu'on appelle le new space, tout ce qui est mobilité, sans doute un regain sur ce qui se passe sur la batterie. Vous savez, la batterie, vous vous rendez pas compte, mais ce qui s'est passé à Dunkerque, l'intuition qui était de créer une vallée de la batterie est extrêmement positive. Les Allemands, qui sont très forts sur l'automobile, n'ont pas même l'équivalent d'une des 3 usines de batteries qui ont été encore il y a peu innovées pour Verkor. Donc je pense qu'on a quelques actifs forts. Les régions travaillent très fort. J'ai été heureux de saluer le travail fait sur Nucléo par Franck Leroy dans le Grand Est. C'est un investissement d'une société de plus d'1,8 milliard. Oui, c'est intéressant, c'est de regarder le petit focus que vous avez fait sur l'Alsace, en fait, qui reste un peu la terre de prédilection des Allemands, comme toujours. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. C'est les Suisses qui vont avec Novartis, avec 38 millions d'investissements. Ouais. C'est au petit landau Microsoft, c'est pas un Allemand, qui fait un data center, et ça reste aussi BASF ici et là sur Chalampé. Donc, c'est pas que les Allemands, mais l'Alsace est une terre de travail, qui a un PIB par habitant un des plus élevés d'Europe, et il continue effectivement à aller très bien. Donc, juste pour résumer, sur 2026, vous êtes beaucoup plus prudent pour rester... Il faut qu'on soit plus prudent. Oui. On aura des extensions, ce qu'on appelle les greenfields, c'est-à-dire les nouveaux investissements, compte tenu de la situation, de la baisse de la croissance globale, seront plus résolus. Mais notre positionnement comme étant la place de choix sur les 27 pays européens restera absolument forte. Et je suis certain qu'on a encore un leadership dont on pourra parler au mois de mai. C'est ça, mais leadership sur le mois de... C'est vrai, mais... Voilà. Absolument. Parce qu'il y a un effet ciseau. On voit bien que les Allemands, encore une fois, eux, ils ont un plan de 500 milliards. Donc, ma chère Edwige, il y a l'année dernière, vous posiez la même question. Il y a 2 ans, vous posiez la même question. La 3e, la même position. Ça fait 4 années que je viens ici et que je vous dis qu'on a l'attractivité, on a le leadership. Donc, le leadership sur 2026, vous pensez qu'on aura encore le leadership? Absolument. Absolument. C'est tout à fait intéressant. Si ça fait 9 ans que je vous raconte la même chose, c'est que quelque part, je ne radote pas, que les chiffres sont là. Il faut que mes concitoyens français comprennent que ce pays a des atouts rares. Ouais. Qu'il faut qu'on les mette en avant et qu'on les défende mieux. Oui, et puis on verra dans un instant, dans la deuxième partie du 18-19, que la France reste compétitive et plus compétitive. Donc vous voyez, décidément, il se passe plein de choses ce soir. Alors ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'à titre personnel, vous avez toujours été un grand investisseur. Vous investissez beaucoup dans tous les arts de la table. On ne va pas tous les citer. C'est une corde que vous avez, une corde de plus à votre arc. Par contre, vous avez investi dans Arc, dans le verrier Arc. Il y a 2 gros dossiers, Duralex et Arc. Et là, vous avez investi, vous aviez un plan de reprise qui n'a pas marché. Maintenant, Arc est en redressement judiciaire. Les offres ont été déposées hier, je crois. Et donc, il y a à peu près 5 offres sur la table. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Je suis un investisseur, je gagne et je perds. J'ai aucun regret. Ouais. Je suis très triste de ce qui se passe à Arc, parce qu'effectivement, ça veut dire des pertes d'emplois. Vous savez que je suis militant, fils d'immigré italien, qui a bénéficié de cette République et m'a donné l'accès aux meilleures écoles, et donc à ce que je fais. Je suis très triste pour les gens d'Arc qui sont des gens merveilleux. Je me bats encore avec succès chez la faïencerie Gien, la Maison Le Lièvre, oui. Les meubles du Vivier repris le 24 novembre. Oui. Donc je suis cohérent avec ce que je raconte. Oui, je viens vous dire que les étrangers investissent, et moi, qui suis rentré de l'étranger pour venir en France, j'investis dans mon pays. J'ai perdu parce qu'il s'est passé une baisse incroyable de la consommation. Et surtout, le point, c'est qu'on ne protège pas cette industrie. Vous n'avez aucun droit de douane de la Turquie, de l'Inde, de l'Égypte sur le verre. Allez dans un magasin Action qui est un des plus grands clients de Arc. Vous allez avoir une vraie présence sur les assiettes, où grâce à la technologie de Arc, l'Arc-Rock, on réussit bien. Vous allez dans le rayon vert, il n'y a plus un seul manufacturier européen. Nous avons une forme de naïveté qui est inadmissible. La Chine, c'est 11%. Et ces gens vendent à perte, n'achètent pas le gaz au prix où on le paye, ne payent pas leurs salariés avec la même couverture sociale qu'il y a nôtre, et on continue à laisser rentrer. Donc il faut se protéger sur la souveraineté, mais sur des industries de grande consommation, de biens d'équipement que celle-là, il faut absolument que le gouvernement réagisse. Il le fait, il essaye, et c'est là où il faut réformer l'Europe, parce que l'Europe nous
prétend encore qu'on doit gérer selon les thèmes, les paradigmes d'un autre temps, celui de l'OMC. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ARC. J'ai aucun regret. Je suis aux côtés des salariés et du management pour que cette transition se fasse le plus mieux possible. Et je souhaite que le nouvel investisseur réussisse parce que c'est une entreprise exceptionnelle. 4000 salariés, 15 000 emplois indirects, 100 000 familles qui sont touchées. Ça m'a touché. J'étais très sensible à cela, vous le savez. Avec mon ami Yann Arthus Bertrand, nous avons d'ailleurs fait figurer ces savoir-faire uniques dans le livre Les Français. Et donc, voilà, j'investirai, je gagnerai quelquefois, je paierai des impôts, je perds, tant pis, Oui. mais il faut absolument que ces emplois et que cette société restent et qu'on nous écoute. Merci de ce témoignage parce qu'on sent votre émotion. Mais voilà, ça veut dire quand même qu'en France, en Europe, il y a des freins et l'Europe ne comprend pas. Au niveau de la Commission européenne, ils ne comprennent pas ce qui se passe ou quoi? Ce qui s'est passé à Davos, c'est très important. Oui. Avoir Mike Kearney qui nous dit qu'il ne faut plus qu'on soit à la table. Le Premier ministre britannique. Le Premier ministre canadien. Canadien, qui est l'ancien gouverneur de la Banque. Il faut qu'on soit à la table, mais pas au menu. Ouais. Avoir les réactions du président Macron, qui a été remarquable, applaudi, respecté, celle de Christine Lagarde, celle à un degré différent du chancelier Marx, montre qu'il y a une prise de conscience forte sur à la fois la nécessité d'une défense européenne, d'une volonté de souveraineté, ce que disait d'ailleurs M. Breton, d'une forme de naïveté qu'on ne peut plus accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit repousser et considérer nos amis américains comme des adversaires. Ils jouent essentiellement la carte de la Chine. Ils laissent un champ libre aux Chinois. Nous allons être des alliés encore et toujours, mais peut-être un peu moins naïfs. Mais justement, est-ce que Davos, pour vous, que vous connaissez depuis très très longtemps, est-ce que Davos, pour vous, ça a été un déclencheur, une prise de conscience? Absolument. Les Européens ont tellement été, j'ose pas dire humiliés, parce que c'est presque faire trop plaisir à Donald Trump, enfin ont été bousculés, que du coup, il y a un peu une réaction d'orgueil. C'est plus que de l'orgueil, c'est une prise de conscience qui a été évidente, et avec un drame qui se nuit. Quand vous avez André Hoffmann, le co-chair, c'est-à-dire le co-président du Davos, qui fait, juste après d'ailleurs le président Macron, une présentation sur les limites de ce que la planète peut offrir, que la salle est quasiment vide, il se lamente, alors que M. Larry Fink, le président de BlackRock, reçoit M. Trump dans une salle pleine. L'agenda de Green Tech, qui est encore l'agenda de l'Europe et de la France, est extrêmement important. Et en tant que citoyen, que père de famille, que grand-père, je suis désolé qu'on passe là. Et vous verrez qu'une fois encore, l'Europe comme la France aura raison sur le long terme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Eh ben, j'espère que vous avez raison. Merci beaucoup, Pascal Cagnier, en tous les cas, d'avoir été avec nous, donc président de Business France, avec ces bonnes nouvelles. Il y a maintenant ce témoignage fort sur la ARC que vous avez joué. Et enfin, plus que joué, vous avez cru. On investit. On joue pas, on investit.